en France et en Europe, on a tendance à ne pas nommer l'ennemi. On ne veut pas. On le nomme d'une manière vague. On dit il faut lutter contre le terrorisme. Mais quel terrorisme ? Même après le Bataclan ? Il y a une grande prudence. Et même après le Bataclan, on va vous redire pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Attention à l'islamophobie. Mais personne ne fait d'amalgame. Personne ne fait d'amalgame. Ce sont eux qui se revendiquent. Ce sont les terroristes qui se revendiquent comme islamistes. Ils ont tué à Charlie Hebdo pour venger le prophète. Mohamed Merah, il a tué une petite fille de 8 ans. Il est allé la rechercher pour lui mettre 200 froid, une balle dans la tête, pour venger les enfants palestiniens. Regardez ce qui se passe en France. Quand il y a eu l'hommage aux victimes de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, est-ce que c'était là ou est-ce que c'était celle de novembre du Bataclan ? Il y a eu une grande cérémonie dans la cour de l'école militaire à Paris. Le président de la République a fait la liste des lieux du terrorisme. Il a dit l'Espagne, l'Angleterre, tous les pays où il y avait eu des attentats, mais il n'a pas nommé Israël. Or, à ce moment-là, il y avait déjà eu la vague d'attentats au couteau, l'intifada au couteau, où des civils se faisaient poignarder dans la rue. Eh bien, il y aurait donc un terrorisme affreux pour les Européens, mais par contre, les violences terroristes commises au nom de la même idéologie, mais du fait qu'elles visent des Israéliens, relèveraient d'une catégorie différente. Et là, il y a un grand problème en France et en Europe. Il y a un grand problème qui est de ne pas comprendre, de ne toujours pas comprendre que ceux qui menaçaient Israël menacent la France et les Européens aujourd'hui. C'est le même ennemi. Vous pensez vraiment que François Hollande n'a pas compris Je ne sais pas s'il n'a pas compris, en tout cas, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Manuel Valls est beaucoup plus clair et beaucoup plus précis. Il a dénoncé plusieurs fois l'antisionisme comme la forme contemporaine de l'antisémitisme. Il ergote pas là-dessus. Quoique, le dernier vote de la France à l'UNESCO visant à couper tout lien historique entre le patrimoine historique juif et l'État d'Israël, en l'occurrence le Kotel, les lieux saints juifs, et dire qu'ils appartiennent aux catégories du monde palestinien ou du monde arabe, ça m'apparaît alors je cherche le bon mot. C'est une ignominie fondamentale, mais c'est surtout d'une couardise immense. Qu'est-ce que la France croit gagner en faisant ça ? Elle va gagner des votes. Qu'est-ce que le gouvernement Des contrats, peut-être. Des contrats, des je sais pas quoi. On en est là. On parle de politique arabe de la France. Depuis, oui, mais justement, elle devient de plus en plus pitoyable. Et il y a un peu plus d'un mois, une pétition d'anciens ambassadeurs de France dans le monde réclamant que la force que la France déploie contre le terrorisme islamiste au Mali ou ailleurs, eh bien qu'une énergie pareille, française, soit mise à l'œuvre pour forcer Israël à dégager des territoires, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que la France fasse la guerre à Israël ? Ce sont 12 anciens ambassadeurs de France. J'y ai répondu à ça, j'ai publié. Ils ne représentent plus la France, ils sont à la retraite. D'accord, mais ça traduit un état d'esprit. Monsieur Yves Aubin de la Messusière, c'est l'idéologie du Quai d'Orsay qui est poursuivie depuis Charles de Foucault, Vincent Monteil. Voilà, ils en sont les héritiers. On dirait qu'il y a une vieille France qui ne supporte pas qu'il y ait une souveraineté juive sur cette terre, qu'il y ait un État d'Israël, qu'il y ait une nation juive. On dirait que ce sont des disciples de Louis Massignon, c'est-à-dire les mystiques chrétiens qui voient séduits par le désert. Voilà. Écoutez, ce sont des Lawrence d'Arabie aux petits pieds. Ils pensent qu'ils sont Lawrence d'Arabie et c'est des guignols.
On a vu votre film Décryptage, comme je l'ai dit en introduction, avec Philippe Bensoussan, que vous avez réalisé avec lui. Il y a eu donc un grand succès dans la communauté juive en France. On parle de 100 000 spectateurs, ce qui est assez énorme. Oui. Ouais, pour un documentaire, c'est pas mal du tout. Aussi, les cassettes se sont bien vendues, les DVD. Bien diffusé. Oui. Et, il est passé aux États-Unis. Et pourtant, il n'est pas passé sur les chaînes, sur aucune chaîne hertzienne française, ni câble. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il soit passé sur le câble. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il y a de la censure J'ai envie de dire qu'il y a une censure non dite, mais effective. C'est pas qu'à propos du film, c'est à propos de tout ce qui touche à Israël, tout ce qui dit du bien d'Israël, ou plutôt qui refuse d'en dire du mal, et qui est... Vous prenez les livres de Taguieff, de Pierre-André Taguieff, mais il y a eu des boycotts systématiques. Mon bouquin, Le nom de trop, une chaîne de libraires a dit aux commerciaux qui démarchaient les libraires pour vendre le livre, on va pas le mettre sur la table, ça risquerait de gêner notre clientèle. Je vous cite. À ce point-là. Oui, voilà. Ça peut gêner la clientèle, elle va avoir une crise d'asthme. Il se trouve qu'en France, est-ce que ça change? Je ne sais pas encore. Vous avez un conformisme idéologique, dominant, grégaire, idiot, qui reconduit l'idée qu'Israël, c'est pas bien. Voilà. Et que Israël, c'est pas bien et la Palestine, c'est bien. Et que parce que dans l'imaginaire collectif, dans la mémoire de tout cela, il y a le poids de la guerre d'Algérie, qu'une génération essaye de rattraper la couardise de la génération qui précède, et qu'en soutenant les Palestiniens, c'est comme si on soutenait les Algériens contre le colonialisme français. Et ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, mais c'est comme ça que ça marche. Le niveau d'inculture est tel, doublé de mauvaise foi ou de paresse intellectuelle. Voilà ce que ça vous donne. Quand on cherchait un sponsor avec Philippe Bensoussan, ou quand j'ai fait des interviews après la sortie de Décryptage, par exemple, un journaliste des journaux Dernières Nouvelles d'Alsace m'avait demandé, mais enfin, Monsieur Tarnéo, vous n'ignorez tout de même pas que le royaume de Palestine a été envahi par la République d'Israël. Bon, c'est bien, je savais pas, non, j'étais pas au courant. Ou bien, quand on cherchait un partenariat avec une grande chaîne privée à Canal+, il y avait la responsable du documentaire Histoire. Donc, si elle est responsable de l'histoire, elle devrait avoir quelques connaissances historiques et géographiques. Je ne sais plus comment le mot Transjordanie est prononcé dans la discussion. Et elle dit « Ah oui, dans le Caucase ». Je lui dis « Mais oui, madame, vous avez raison, c'est dans le Caucase, bien évidemment ». Voilà, on a... Mais pour vous donner une idée, je suis allé faire une conférence à Sciences Po il y a 2 ans, en juin. Et c'était sur justement le poids de la guerre d'Algérie dans les représentations du conflit israélo-arabe. Je cite le nom de Guy Mollet. On est à Sciences Po. Ben, Guy Mollet, ils ne connaissent pas. Voilà. Ouais. Alors bon, je sais pas ce qu'ils apprennent. C'est comme ça. Mais voilà. Pour revenir au film Décryptage, vous l'avez proposé à des chaînes françaises? C'est la productrice. Je saurais pas bien vous répondre là-dessus. Je suis pas propriétaire. C'était le job de la productrice. Je sais qu'il y a eu les pires difficultés, mais comme ce film sur Antebé, je peux vous dire qu'il y a eu des refus jusqu'à présent des chaînes de télévision, parce que, comme l'a dit une personne responsable de la chaîne culturelle chic Arte, ça n'est pas ainsi que nous voulons parler d'Israël. Alors, vous demandez, comment voulez-vous parler d'Israël? Je pense que, par exemple, pendant l'Intifada, en 2000, eh bien, il y avait était programmé le film de Eyal Sivan, Route 181. C'est un long film qui dure 6 heures. Eh bien, le lundi, il y avait Shoah. Le mardi, il y avait Israël nazi, Abba Israël. Le mercredi, il y avait Shoah. Le jeudi, voilà. Et vous avez ce phénomène très, très impressionnant. C'est qu'on adore parler du martyr juif. D'ailleurs, regardez le succès du livre Les Bienveillantes. Ce livre est d'une... Moi, j'ai
pas réussi à le finir. Ce livre est très profondément indigeste. Il a quelque chose de morbide dans la description de l'horreur nazie vue du côté nazi. Mais ça a eu un succès fou. Eh bien, on aime, voilà, vous pouvez produire des films sur la Shoah, sur Vichy, pour dire qu'on n'a pas été bien, sur Einsatzgruppen, film admirable de Michael Prazan. Un ami. Mais bien sûr, un ami aussi. Mais vous ne pourrez pas regarder, il y a encore cet état d'esprit. Israël, c'est un sujet à part. On aime les juifs morts, on n'aime pas les juifs vivants, si je devais résumer les choses. Est-ce que vous pensez que c'est simplement dans le milieu intello, médiatico, ou est-ce que vous pensez que dans la France profonde, les gens du quotidien, il y a un bon sens qui fait qu'ils savent bien qu'on n'est pas des méchants nazis Je pense que la France profonde a plus de bon sens et c'est voir les choses pour ce qu'elles sont et non pas pour ce que l'on souhaiterait qu'elles soient ou ce que l'on suppose qu'elles sont. Dans le milieu médiatico, intello, classe politique aussi, il y a une grande peur et puis le souci toujours d'être du côté du politiquement correct. Or, Israël, c'est l'exception incorrecte. Est-ce que les choses sont toujours identiques ? Je ne sais pas, j'en sais rien. On aurait pu penser que les attentats qui frappent l'Europe et la France allaient ouvrir les yeux des gens et allaient faire le lien. Tiens, il y a l'intifada au couteau en Israël et ici on tue aussi. On tue des jeunes parce qu'ils sont allés écouter de la musique au Bataclan. Enfin, c'est insensé cette histoire. Eh bien, quelque temps après, sur cette fameuse place de la République, se réunissent. C'est devenu le forum, l'agora des débats politico, je sais pas quoi, en France. Eh bien, j'ai vu il y a pas longtemps, pour ces gens qui sont la jeunesse, qui est censée repenser toutes les catégories, comme la grande manifestation qui avait suivi l'attentat contre Charlie Hebdo. On allait tout repenser, on allait nommer les choses. Eh bien, on l'a pas fait. Et là, qu'est-ce qui se passe à Place de la République, dans ce mouvement Nuit debout ? Eh bien, ils sont venus, la vidéo, vous pouvez la trouver sur Internet. Il y a tout un groupe qui dit « Nous avons créé une Palestine debout ». Alors, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Et pourquoi elle est toute seule, la Palestine ? Pourquoi il n'y a pas, éventuellement, des Israéliens, là ? Et quand Alain Finkielkraut est venu voir ce qu'il en était, il s'est fait sortir, il s'est fait cracher dessus, physiquement cracher dessus. Pourquoi ? De quoi est-il coupable ? Ce n'est pas un lieu du débat démocratique. Alain Finkielkraut n'a-t-il pas posé une somme de questions pertinentes, son dernier livre, L'identité malheureuse, à la société française ? On n'arrête pas de débattre de ça. Et voilà que lui, qui vient d'être admis à l'Académie française, mais les gens de Nuit debout sont loin de pouvoir y aller, ou de s'y intéresser. Mais voilà qu'il est interdit de séjour et qu'il se fait traiter de raciste et de fasciste. Mais ça veut dire que on est dans une situation où vous avez une foule grégaire, idiote, inculte et fascisante, qui refuse le débat démocratique, qui refuse que quelqu'un qui éventuellement n'est pas d'accord avec elle, mais j'en sais rien, peut-être qu'il trouve des choses très intéressantes à ça, Finkielkraut. Les débats à la télé chez monsieur Frédéric Tadei, qui invite régulièrement Madame Ouria Boutelja, porte-parole des indigènes de la République, et qui vomit son venin contre la France, toutes les fois qu'elle intervient. Contre la France. Je prends un autre signe. Vous avez un grand philosophe français, un grand. C'est pas moi qui dis qu'il est grand, c'est l'aéropage académico-idéologique de France qui dit qu'il est grand. Alain Badiou. Alain Badiou est un vieux stalinien qui a écrit en 1979 un papier dans Le Monde qui s'appelait « Kampuchea vaincra ». Ça veut dire qu'il était pro-Pol Pot. Eh bien, ce monsieur était invité, justement, il n'y a pas longtemps. Il en est revenu. Il en est revenu. Il n'a jamais dit « Pardonnez-moi, j'ai dit des conneries ». C'est au contraire, j'avais peut-être à l'époque de bonnes raisons de dire ce que je voulais dire. Mais cet homme est toujours dans les rails de la pensée communiste la plus bornée.
Il a le droit à la parole aussi. Mais bien sûr qu'il a le droit à la parole. Mais en tout cas, il est le client, il a son rond de serviette chez Frédéric Tadei, alors que beaucoup d'autres n'y ont jamais été.